Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cette fois-ci je vais pouvoir enregistrer la vidéo parce que je l'ai déjà filmée cette vidéo, mais il y a eu un problème. L'ordinateur ne voulait pas l'enregistrer. Bref, on y repart avec une luminosité qui est bien moins bien que la dernière fois parce que la dernière fois il y avait du soleil. Là, il pleut, donc je suis désolée. Je ne choisis pas la météo, ni la luminosité du coup, mais je choisis quelques livres dont je vais vous parler. Ce sont des livres dont pour certains je vous ai déjà parlé, parce qu'au début de l'année 2025, j'étais encore du coup relativement présente sur les réseaux, donc du coup j'ai pu vous parler de certaines de ces lectures, mais il y en a d'autres qui sont encore très mystérieuses, on va dire, pour vous. En tout cas, vous ne savez pas que je les ai lues, sauf si vous me suivez sur Babelio et Goodreads et Livre Addict, sur lesquels je pense que je vais continuer à indiquer mes lectures. Bref, on va commencer tout de suite. Du coup, ces différents bouquins, ce sont tout simplement les meilleures lectures que j'ai pu faire en 2025. Ce sont que des coups de cœur, bien entendu. Et pour les choisir, je suis partie de ce diagramme-ci qu'on peut faire. Je sais pas si vous allez bien voir. Où en gros, on choisit la meilleure lecture de janvier, la meilleure lecture de février, mars, etc. pour chaque mois. Et tous les 2 mois, on choisit la meilleure lecture. Par exemple, la meilleure lecture de janvier et la meilleure lecture de février, laquelle j'ai préférée entre les deux, etc. Jusqu'à arriver à une meilleure lecture de l'année, que je vais donc vous présenter. Je vais vous les présenter du coup dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus, sachant que du coup, il n'y aura pas 6 lectures comme on pourrait le penser ici, étant donné que du coup, les meilleures lectures font le cercle ici, on va dire. Je sais pas si je suis très claire. Enfin, le cercle, même les 2 lignes. Mais je vous présente 7 lectures. Parce qu'il y en a une dont j'aimerais quand même vous parler. Parce que ça a quand même été une très bonne surprise. Et qui, je pense, peut plaire à énormément de jeunes, particulièrement d'enfants. Donc, je voulais lui mettre je voulais la mettre quand même dans cette vidéo. Tout simplement. Même si je ne sais pas trop comment en parler. On va voir ça plus tard. Tout d'abord, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Celle-là, je vous en ai parlé même assez souvent parce que j'ai souvent dit que je voulais lire la suite, qui n'est toujours pas fait. Inch'Allah, bientôt. Dans cette histoire, on suit 2 personnages principaux. Donc tout d'abord, je sais jamais comment elle s'appelle. Laïa, qui en fait a vu son frère se faire arrêter devant ses yeux pour trahison. Elle sait très bien que du coup ça veut dire qu'il va se faire tuer. Donc elle décide d'aller essayer de l'aider en intégrant l'académie des militaires, du côté un petit peu des servants. Et là-bas, elle découvre elle rencontre Elias, qui lui par contre est un militaire, sauf que c'est un militaire qui n'est pas forcément d'accord en fait avec le gouvernement, avec la manière dont c'est mis en place, dont c'est gouverné. J'ai adoré cette histoire parce que les personnages sont hyper bien construits, je trouve. L'univers est hyper prenant, la plume est hyper haletante, très visuelle. J'ai des scènes encore qui sont assez marquantes dans ma mémoire. Et pourtant j'ai pas eu une mémoire incroyable. Donc franchement, une grande pépite, tout simplement. J'ai adoré cette histoire. Je me tâte à la relire avant de lire le tome 2, à la fois par plaisir et à la fois pour vraiment me remettre toutes les informations en tête, parce que même si j'ai globalement le fil conducteur, je pense, j'aimerais bien avoir, ne pas me manquer en fait de certaines petites informations dans le tome 2 et du coup faire en sorte que, en fait j'ai peur que le fait que je me souvienne pas absolument de tout dans ce tome 1 joue sur mon appréciation du tome 2. Donc je vais peut-être relire ce tome 1 avant de lire le tome 2 parce que j'ai pas envie de passer à côté. J'ai trop aimé ce premier tome pour pouvoir passer à côté du tome 2, sachant que en plus le tome 2 est globalement, j'ai l'impression, beaucoup plus apprécié encore que celui-ci qui est déjà très apprécié, parce que dans le tome 2 on suit surtout une amie entre autres de Elias, pour rester le plus vague possible. Donc j'ai trop hâte de découvrir son point de vue. Il faut absolument que je le relise pour pouvoir lire le tome 2. Parce que ça a été une excellente lecture, vous l'avez compris. Ma deuxième meilleure lecture, qui est également la meilleure lecture de l'année au complet, Tant que fleuriront les citronniers, de Zulfa Kato, à la maison d'édition Nathan. C'est une lecture qui m'a bouleversée. Et je pense que c'est pour ça qu'elle me reste autant dans le cœur. Rien que d'en parler, j'ai les trémolos dans la voix. Dans cette histoire, on suit Salama qui a fait des études de pharmacie. Je crois même qu'elle était encore en études de pharmacie quand les choses ont mal tourné en Syrie, et du coup elle se retrouve à ne pas pouvoir en fait exercer en tant que pharmacienne ou à pouvoir continuer vraiment ses études, mais à devoir pratiquer carrément la médecine. Là elle est dans un hôpital et elle aide carrément les médecins, elle fait un travail de médecin. Et on la voit du coup qui hésite à partir de la Syrie ou à rester. Elle veut rester pour aider son peuple, elle veut rester parce qu'elle est capable tout simplement justement d'aider son peuple avec ses connaissances médicales. Mais d'un autre côté, elle veut partir pour elle déjà, pour sa propre sécurité, mais également pour la sécurité de sa belle-sœur,
qui est la seule famille qui lui reste. Et les choses vont un petit peu être bouleversées, on va dire, quand elle rencontre Kenan, qui est un jeune homme, qui est très différent d'elle par certains aspects. J'ai pas envie d'en dire plus parce que il y a des choses que j'ai découvertes du coup juste en découvrant le livre, enfin en le lisant je veux dire, et j'ai pas envie du coup de vous spoiler parce que c'est quelque chose que j'ai apprécié découvrir, mais il y a un aspect du coup de sa personnalité, on va dire, c'est pas vraiment personnalité, mais de son personnage à Salama qui est hyper prenant, qui prend au trip tout simplement, parce qu'on voit l'impact en fait psychologique que ça peut avoir sur elle. Déjà que la situation compliquée dans laquelle elle est par rapport à la Syrie a déjà un impact incroyable, mais cet élément-ci que je vous cache a vraiment un impact encore plus fort sur elle, sur sa manière de penser, sur les décisions qu'elle peut prendre, et c'est hyper poignant en fait tout simplement, mais le plus poignant ça reste la révélation qu'il y a à un moment. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie sur un bouquin, c'est pas compliqué, je m'attendais tellement pas à ça, j'y avais tellement pas pensé que j'ai envie de pleurer. Bref, je vais arrêter de m'éterniser sur ce bouquin parce que sinon je vais finir en larmes encore. Mais vraiment, lisez ce bouquin qui est d'une justesse, d'une tendresse dans le sens où on sent l'émotion forte de Salama pour sa belle-sœur, mais également la naissance de relations qu'il peut y avoir avec Kenan. On sent, voilà, tendresse dans le sens et émotion forte. Pas de tendresse dans le sens oh, c'est tout mignon, bisounours et les papillons. Non. Mais il y a tellement d'émotions dans ce bouquin, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, et je continuerai à lire cette autrice avec grand plaisir, parce qu'en plus elle a une plume absolument sublime, vraiment, on voit pas désolé, j'ai lu désolé et du coup déjà on voit pas défiler les pages, mais en plus elle a une plume qui est voilà déjà immersive, visuelle, on est impliqué dans l'histoire, on est impliqué avec les personnages, on est impliqué dans leurs émotions, mais elle a un côté un petit peu presque poétique, j'ai envie de dire, par certains moments, par certaines phrases. Je sais pas si je vais vous en trouver une, mais par exemple là il y a un dialogue justement entre Salama et Kenan. Salama dit: la vie se cache dans les choses les plus insignifiantes, les plus simples. Je comprends maintenant. La liberté a toujours coûté cher. On la paie avec, et lui complète: notre sang, termine Kenan à ma place. Des litres et des litres de sang. Et vous voyez, il y a cette pas cette ambiguïté, mais cette dualité entre la beauté de la vie, la beauté de Alhamdulillah, on est en vie, Alhamdulillah, le monde est beau, Alhamdulillah, la vie peut être super belle, et la dureté auquel ils font face parce qu'ils sont syriens, parce que la guerre, parce que les morts, parce que... Donc, lisez-le. Tout simplement, je peux rien vous dire de plus. Lisez-le. Ensuite, registre très différent, Re-Reached de Lucy Jane Wood, dont le livre est absolument sublime. Je peux pas trop bien vous le montrer parce que la luminosité est absolument catastrophique, mais il est vraiment très beau. Enfin, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je crois que derrière c'est pareil. Derrière c'est pareil. Dans cette histoire, on suit une jeune fille belle qui travaille dans une librairie, sauf que le patron est imbuvable. Et en fait, c'est une sorcière, mais elle le cache. Elle utilise très peu la magie et elle apprend que le jour de ses 30 ans, sachant qu'elle aura 30 ans le lendemain, il y a un examen qu'elle va devoir passer pour justement justifier un petit peu de ses pouvoirs, dans le sens où si elle ne réussit pas cet examen de magie, elle va perdre tout simplement sa magie, ses pouvoirs, et elle n'était pas au courant. Et du coup, elle va un petit peu stresser, etc. Et elle va quand même finir par passer cet examen parce qu'elle n'a pas trop le choix. Mais elle va avoir un protecteur. Je vous laisse découvrir pourquoi, etc. Et c'est une histoire qui m'a pas du tout autant marqué que les deux premières que j'ai pu vous présenter, mais qui m'a fait énormément de bien parce que c'est un roman tout doux. La magie est hyper douce, pas compliquée. C'est même l'histoire en elle-même, elle est pas compliquée à comprendre, elle est pas compliquée à suivre. La plume est hyper simple également, hyper agréable. On se laisse totalement porter par les différents personnages que j'ai plutôt apprécié, tous autant qu'ils soient, même ceux qui sont pas forcément très gentils. Je trouvais qu'ils avaient leur place entre guillemets dans cette histoire, dans le sens où ils apportaient, je trouvais, quelque chose au scénario, qu'ils apportaient quelque chose dans l'ambiance en fait, dans l'histoire tout simplement. J'ai vraiment beaucoup apprécié Belle, que j'ai trouvé, en fait je trouve qu'on peut très bien se mettre à sa place. L'autrice arrive très bien à faire en sorte que on comprend totalement la situation de Belle, on comprend à quel point elle tient à la magie même si elle l'utilisait peu. On se rend compte à quel point elle aimait la magie, à quel point elle considère que ça fait partie d'elle, même si elle l'utilisait peu, même si peu de personnes étaient au courant autour d'elle. L'impact que ça peut avoir également sur elle. On découvre également bien entendu quelques petits secrets qui ont su me surprendre de souvenirs. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce roman. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me le suis pris en papier, parce que c'était un service presse NetGalley, je pense. Je l'avais lu du coup en numérique et je l'ai pris là il y a vraiment pas très longtemps en papier enfin. Et je regrette
regrette absolument pas, déjà parce que le roman est absolument sublime, mais en plus parce que j'ai adoré cette histoire. Et je la relirai avec très grand plaisir. Oui, oui, tu m'accompagnes. Oui. Vous pouvez pas la voir, mais oui, je suis accompagnée. On passe ensuite à Ayesha at Last de Ouzma Jalaluddin à la maison d'édition Mawadab. C'est le premier roman du coup de cette maison d'édition. Encore une fois, bravo Dounia si tu passes par ici. Dans cette histoire, on suit Ayesha qui décide de comment dire, de pas briser, mais de... Mince, je trouve pas le terme. Renoncer. Qui décide de renoncer à ses rêves tout simplement de poésie. Et du coup, elle prend un poste de prof. Sauf que voilà, ça lui plaît pas spécialement, mais elle fait avec. Et elle est mise un petit peu sous pression parce que sa famille veut qu'elle se marie, étant donné que sa cousine Hafsa va se marier, un mariage arrangé, avec un certain... non, c'est pas Karim, Khalid, qui lui est un homme très dans les traditions. Il est à fond pour le mariage arrangé. Et par un quiproquo que je vous laisse découvrir, elle va finir par se faire passer pour Hafsa, du coup à la place de sa cousine, qui vont pas très bien s'entendre tous les deux avec Khalid. Et ça va, bien sûr, comme vous en doutez, il va naître du coup une relation entre deux. Au début, la relation forcément est assez explosive, on va dire, et j'ai adoré justement la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages. Je trouve que les deux apportent énormément à l'autre et on voit très rapidement que il y a quelque chose quand même qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui va au-delà de il est chiant et elle est chiante, et j'ai adoré voir vraiment la relation naître entre eux deux. Je crois que c'est la première fois que je gloussais presque à me dire ça y est, il commence à avoir des sentiments ou elle commence à avoir des sentiments. Je crois que c'est la première fois là que ça me faisait ça pour une romance et j'ai adoré cette histoire. Je me souviens pas trop du caractère de Ayesha, je vous avoue. C'est pas un personnage qui m'a spécialement marqué, mais par contre Khalid m'a vraiment plu comme personnage parce que voilà, on découvre au fur et à mesure, enfin il se découvre au fur et à mesure voilà, qu'il n'est pas forcément la personne qu'il semble être d'une certaine façon, pour essayer de rester le plus vague possible. Je saurais pas trop comment vous en parler plus sans spoiler, donc je vais m'arrêter là concernant l'histoire, mais j'ai adoré cette histoire qui a su me séduire en fait déjà par la plume qui est hyper fluide. J'ai noté plein de petits moments, enfin j'ai réagi à plein de petits moments entre justement la naissance de sentiments entre les deux personnages, mais également par rapport à l'islamophobie parce que lui, sa patronne est absolument infecte par rapport à ça, mais également par rapport à la pression sociale qu'il peut y avoir, que les deux peuvent avoir, particulièrement Ayesha. Ce que j'ai bien aimé également, c'est voir la présence d'Allah forcément dans l'histoire, parce que vous l'aurez compris, c'est une romance halal, parce que je trouve que dans les romances halal, c'est pas seulement ne pas avoir de smut, c'est on sent vraiment qu'il y a Allah dedans, qu'il y a c'est des personnages qui mettent Allah au centre de leur vie. Pas forcément qu'ils le mettent au centre de leur vie comme Khalid peut le faire justement, à être traditionnaliste, mais plus dans le sens où du coup on a quelques petits rappels, on a par exemple la présence de la reconnaissance justement envers Allah par rapport à certaines choses qu'on peut avoir dans la vie. Voilà, ce genre de petite touche qui fait qu'on sent que Allah est présent en fait, et en tant que croyante, c'est quelque chose que j'aime retrouver, ça donne une ambiance qui me fait sentir un peu comme à la maison d'une certaine façon. Donc j'aime vraiment beaucoup cet aspect-ci. Et je pense pas que ce soit trop lourd, voilà, pour que ça ne plaise pas aux non-croyants. Loin de là, je pense que vraiment ça peut plaire à beaucoup de monde, musulmans ou non. Et je voulais dire autre chose que j'ai oublié. Ah oui, mais ce que j'ai également apprécié, c'est que voilà, on a des personnages musulmans, mais ils sont pas parfaits. L'un comme l'autre font des erreurs, l'un comme l'autre sont pas en fait des musulmans parfaits comme on pourrait s'attendre comme représentation. Là non, on voit que certes ce sont des musulmans, certes ils croient en Allah, alhamdulillah pour eux, mais surtout ça reste des humains en fait, ça reste des humains et du coup ils font des erreurs. Donc c'est un développement de personnage que j'ai énormément apprécié et c'est ce qui me reste en tête surtout dans cette histoire, c'est les personnages et la présence d'Allah, et c'est tout ce que je voulais en fait dans une romance. Je trouve que c'est vraiment le principal, donc très contente d'avoir découvert cette histoire que j'ai énormément aimée. Ensuite on passe à une histoire dont je saurais pas trop comment vous en parler parce que je m'en souviens très peu. Je me souviens juste que à la fin j'ai pleuré, qu'il y a un sentiment de manque des personnages d'une certaine façon qui s'est installé. Je parle de La voleuse de toit de Laure d'Argelos. J'avais lu un autre titre d'elle qui est... le livre est bleu, il y a des automates je crois dessus. Les oubliés d'Asperlune, d'Astrelune, quelque chose comme ça, que j'avais énormément aimé de par son originalité. Ici c'est un petit peu moins original, mais ça reste un roman qui m'a énormément plu. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Eleonore Ehrenstein, qui de souvenir est une fille de bonne famille, mais elle est dans le groupe de la rébellion parce qu'on est dans un univers où l'art, la musique,
la peinture, etc. n'a pas sa place, c'est interdit. Sauf qu'elle, elle n'est pas d'accord, donc du coup elle est dans la rébellion. Et un jour, alors qu'elle est sur les toits du coup, parce qu'elle va régulièrement sur les toits, je sais même plus pourquoi elle va sur les toits, bref. Mais bref, un jour elle voit du coup un tableau dans une maison et elle se demande du coup ce que c'est, étant donné que c'est interdit. Elle y rentre et elle découvre du coup un jeune homme qui est un petit peu particulier, un jeune homme qui va devenir très important pour elle. Je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué, pas dans le sens où je me souviens vraiment de son comportement ou de sa manière d'être ou comment dire, ou son caractère, parce que pour le coup, pas vraiment. Après, je pense que le fait de l'avoir lu en audio n'a pas aidé à vraiment marquer l'histoire et marquer les personnages dans mon esprit. Mais c'est un personnage qui, par contre, en fait, à un moment donné, on a un trope. Je peux pas vous en parler parce que justement, j'ai adoré le découvrir dans cette histoire. Donc, j'ai pas envie de vous en parler pour que vous puissiez également le découvrir par vous-même. Mais on a un trope qui lui donne une profondeur incroyable à ce personnage. Et c'est un trope qui a permis, en fait, de lui donner une profondeur qui l'a rendu encore plus attachant, j'ai trouvé. Du moins, j'ai ce souvenir d'avoir un personnage qui, du coup, est... Ouais, d'un coup, je me suis retrouvée, mais hyper attachée à lui et à pleurer, mais tout ce que je pouvais pour lui, tout simplement parce que j'avais peur pour lui, mais également pour notre personnage principal, donc Éléonore, pour leur vie, pour l'avenir qu'ils pouvaient avoir. J'ai très envie de le relire, malgré le beau bébé que c'est, pour justement plus m'imprégner des personnages, de l'ambiance et tout simplement de l'histoire que j'ai pu faire du coup en audio, parce que c'est une histoire qui m'a énormément plu en audio, donc je me dis qu'à l'écrit, avec ce côté plus impactant d'une certaine façon de l'histoire, je vais encore plus aimer, donc j'ai adoré cette histoire et je vous la recommande. Ensuite, Un phare sous l'océan de Camille Brunel à la maison d'édition Casterman. C'est un service presse également que j'ai reçu du coup dans qu'on appelle ça, la vague, dans l'événement, je sais pas trop comment on appelle ça, de la masse critique. Donc c'est un truc que fait Babelio régulièrement qui nous permet d'avoir des livres gratuitement, mais en échange on doit faire une chronique dans le mois. J'ai adoré cette histoire, tout simplement. On suit Cléa, comment s'appelle-t-elle? Cléo. On suit Cléo qui en fait rêve de voir les dauphins, sachant qu'on est dans un univers où l'eau a énormément monté, mais vraiment énormément monté, à tel point que voilà, elle surpasse la plupart des phares comme ça. Et donc elle s'approche du bord au niveau de Brest, et elle finit par se retrouver dans une sorte d'hôtel, on va dire, où elle rencontre Isambard qui est un vieux monsieur qui a 100 ans, qui n'a pas toute sa mémoire, et justement il lui apprend que il avait écrit à un moment donné dans sa vie des mémoires sur sa propre vie, mais que il a perdu le bouquin parce que c'est resté justement dans le phare dans lequel il a vécu pendant 20 ans ou 30 ans. Et du coup, un petit peu sur un coup de tête, elle décide d'aller le chercher. Et ils se retrouvent tous les deux à aller chercher les mémoires de ce fameux Isambard. Et on voit la relation justement qui se crée entre ces deux personnages. C'est pas une relation forcément hyper tendre, hyper pleine de soutien et etc. qu'on peut avoir dans certaines histoires, hyper attendrissantes ou quoi. Là, le fond vraiment, comment dire, le point principal de cette histoire, c'est pas la relation entre Isambard et Cléo, c'est plus les mémoires. C'est vraiment l'histoire de mémoire de Isambard, le fait de retrouver la mémoire, le fait de faire en sorte qu'elle se propage par tous les moyens possibles. Je vous laisse découvrir du coup tous les moyens possibles, parce qu'on apprend dans cet univers-ci qu'il y en a plusieurs, d'une certaine façon. Il y a un lien également avec les animaux que j'ai adoré découvrir. C'est exactement ce que je voulais en fait quand j'ai lu MCO, que j'ai abandonné parce que justement j'avais pas ce sentiment d'attachement aux personnages, d'attachement aux animaux en particulier. Ici on l'a, en tout cas moi je l'ai eu. On découvre là les animaux marins d'une façon un petit peu différente qu'on peut avoir l'habitude de les voir, et j'ai adoré justement ce lien. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment cette histoire de mémoire, de communication. D'une certaine façon. Je vous laisse découvrir comment, pourquoi, etc. Mais j'ai peur de trop vous en dire, de spoiler certains éléments. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais juste vous dire que par rapport à la plume, au départ, j'ai eu un peu de mal, surtout qu'il y a certaines scènes, enfin pas forcément scènes, mais certaines descriptions par rapport à des lieux qui, j'ai trouvé, étaient pas forcément très clairs d'une certaine façon, pas très visuels. Enfin moi en tout cas, j'ai eu un peu de mal à les visualiser dans mon esprit, mais ça reste une plume qui déjà à force fait qu'on rentre très bien dans l'histoire, mais qui en plus fait très bien passer les émotions, j'ai trouvé. Donc une très bonne lecture pour ma part. J'ai adoré cette histoire, j'ai un petit peu pleuré pour celle-ci aussi, parce que cette histoire de mémoire m'a... Il y a une révélation, un moment qui m'a chamboulée, qui m'a prise au cœur. Vraiment, j'ai adoré cette histoire, je vous la conseille à 100%. Ça se lit vite en plus parce que c'est écrit relativement gros quand même, donc franchement lisez-le si cela vous dit. Et du coup la petite mention spéciale, on va dire, Félix est le voleur de vœux, voilà, ici vous voyez un petit peu mieux, de Rachel Cheverco à la maison d'édition Didier Jeunesse.
Dans cette histoire, on suit Félix qui a un vœu, c'est de retrouver un petit peu la relation qu'il avait avec sa sœur Rebecca, parce que avant, quand il était petit, ils passaient leur temps ensemble à jouer, à s'occuper tout le temps de lui, etc. Et depuis qu'elle est adolescente, ou voire jeune adulte, je sais plus quel âge elle a, peut-être jeune adulte parce que je crois qu'elle est à l'université. Bref, depuis qu'elle a grandi, on va dire, elle a pris un petit peu de distance, et elle fait un petit peu sa vie d'adolescente, jeune adulte, donc son petit frère. Voilà, elle a pris un petit peu ses distances avec lui, sauf que lui, il n'était pas forcément prêt à ça, et du coup il fait le vœu de retrouver sa grande sœur, sauf qu'il voit un petit bonhomme un petit peu étrange qui vole en fait toutes les pièces jetées dans la fontaine à vœux. Donc du coup il lui demande ce qu'il fait, etc. Et il se retrouve dans une aventure bien plus grande que lui, dans une aventure qui a su énormément le toucher parce que ça met en valeur du coup le lien justement familial, les désirs qui peuvent y avoir et voir à quel point un désir à un moment peut changer en fait tout simplement, mais à quel point il reste important même si justement la personne change et que le désir change, ce désir-ci est toujours aussi présent, toujours aussi important et a des conséquences en fait tout simplement. Je me suis énormément attachée au personnage, que ce soit du coup Félix ou le voleur de vœux, parce qu'en fait ils se retrouvent tous les deux d'une certaine façon en danger, je vous laisse découvrir pourquoi. Et en fait on a peur vraiment pour eux, on a peur, on se demande vraiment comment en fait ils vont pouvoir s'en sortir tout simplement. On se doute qu'ils vont s'en sortir parce que c'est un roman jeunesse, mais franchement je me suis demandé si pour un roman jeunesse ils allaient pas changer d'avis, vous voyez. Et je trouve que c'est un point fort en fait dans un roman jeunesse de voir que le doute peut rester en fait, parce que il y a un moment vraiment où je me suis dit Mais comment ils vont faire? Vraiment, comment ils vont faire? En plus, c'est ponctué de petits dessins, de petites illustrations. Je sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Si, je pense que vous voyez. Donc du coup, ça rend le texte encore plus agréable à lire. Dans un roman jeunesse. Franchement, si vous avez des enfants, je dirais à partir de 800 peut-être, ça doit être vraiment très très cool à lire avec eux. Leur montrer voilà l'importance tout simplement de la famille. Donc franchement, une excellente lecture. C'est pour ça que je pouvais pas ne pas le mettre parce que ça a vraiment été une très très belle découverte. Donc je vous le conseille à 100% également. Et du coup, voilà pour ces petites lectures, pour mes meilleures lectures de 2025. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos meilleures lectures de 2025 ou avec laquelle vous avez commencé en 2026. Sur ce, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, je vous fais des bisous et faites attention à vous.